Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le réseau Mondor et puis le centre de référence des amyloses AL pour cette invitation. Et puis, je remercie aussi Gilles d'avoir parlé juste ce qu'il fallait comme temps pour que les marteaux-piqueurs s'arrêtent. Merci beaucoup, Gilles. Donc, moi, je vais vous parler de la toxicité rénale des immunoglobulines monoclonales. Donc, je vais faire quelques digressions. Il y a un laser là, oui, voilà. C'est ça. Donc je vais faire quelques digressions par rapport à l'amylose AL. Je vais aussi vous parler d'autres maladies de dépôt d'immunoglobulines monoclonales. Je vous expliquerai pourquoi, mais en gros, c'est que sur l'amylose AL, finalement, c'est certainement là où on connaît le moins bien réellement les déterminants de la toxicité des immunoglobulines. Donc je vous parlerai aussi d'autres pathologies. Donc je ne vais pas du tout rentrer dans le détail clinique, je ne suis pas du tout clinicien, donc je laisserai faire les autres ça. Mais je vous montre quand même un petit peu les pathologies dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc bien sûr, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'amylose, donc AL ou AH, chaîne légère ou chaîne lourde, caractérisée par ces dépôts de fibrille amyloïde. Alors là, c'est un glomérule, mais bon, bien sûr, vous savez tous que ça peut se déposer dans d'autres tissus. Le syndrome de Randall, donc, qui est aussi induit par des chaînes légères ou des chaînes lourdes d'immunoglobulines monoclonales. Là, essentiellement, on a des dépôts qui sont rénaux, qui vont être au niveau des glomérules et puis des membranes basales tubulaires. Par contre, ce sont des réseaux qui ne sont pas du tout organisés en fibrilles. Et puis, des néphropathies tubulaires avec le syndrome de Fanconi, donc une entité rare, mais je vais vous en parler parce que c'est assez bien, on a assez bien compris les mécanismes dans cette pathologie-là. Donc caractérisée par une dysfonction globale de la réabsorption tubulaire proximale. Et vous voyez ici ces cristaux qui sont en fait formés d'une chaîne légère d'immunoglobulines monoclonales, ces cristaux qui sont intracellulaires dans les lysosomes des cellules tubulaires proximales. Et puis enfin les néphropathies acylindmyélomateux caractérisées par ces obstructions des tubules distaux. Et ces obstructions sont faites par des cylindres myélomateux qui sont en fait formés d'une chaîne légère monoclonale qui s'agrègent avec la protéine de tamorsphale ou l'uromoduline pour former ces bouchons finalement dans les tubules distaux. Donc je vous en parlerai très peu de ça, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi juste après. Donc les anticorps, toutes les pathologies dont je vais vous parler, ce sont des fragments d'anticorps, ce ne sont pas des anticorps entiers. Donc voici les fragments qui se déposent, bien sûr la chaîne légère, donc ça c'est le cas le plus fréquent, chaîne légère monoclonale. Donc un clone plasmocytaire va produire en excès ou exclusivement une chaîne légère monoclonale qui peut s'avérer toxique. Et puis les chaînes lourdes aussi qui se déposent dans les cas de syndrome de Randall ou d'amylose AH. Et ces chaînes lourdes sont un petit peu particulières puisque, comme vous voyez, il leur manque un domaine qui est le domaine CH1. C'est le domaine qui permet normalement l'association de la chaîne lourde avec la chaîne légère. Et pour qu'on puisse trouver chez les patients des chaînes lourdes seules, il faut que cette chaîne lourde puisse sortir du plasmocyte. Et pour sortir du plasmocyte, il faut que ce domaine soit absent pour qu'il ne s'associe plus pour que la chaîne lourde ne s'associe plus avec la chaîne légère. Donc ces chaînes lourdes ont la délétion du domaine CH1. Par contre, systématiquement, on retrouve un domaine variable entier. Et en particulier, juste une petite remarque, c'est que lorsque l'on a une chaîne lourde, lorsqu'on retrouve une chaîne lourde monoclonale chez un patient avec un domaine variable délété entièrement ou en grande partie, généralement, il n'y a pas de dépôt. Et on parle alors de maladie de chaîne lourde. Et lorsqu'il y a un domaine variable, quasiment systématiquement, il y a des dépôts, et on parle d'une maladie de dépôt de chaîne lourde. Donc vraiment, c'est juste pour vous montrer que le domaine variable, clairement, semble essentiel, et je vais essayer de le montrer par d'autres moyens. Une grosse particularité, bien sûr, de ces immunoglobulines, c'est leur rôle physiologique, c'est qu'elles sont extrêmement variables pour pouvoir s'adapter aux antigènes qu'elles vont rencontrer. Du coup, tout à l'heure, pour la SAA, il y avait 5 variants. Là, on ne peut même pas nommer le nombre de variants qu'il y a. Et donc, c'est du coup très difficile d'arriver à associer des mutations spécifiques à un type de pathologie. Et puis, comme je vous disais, présence systématique d'un domaine variable, et généralement, ce domaine variable est muté. Donc il y a eu des hypermutations somatiques, ça n'est pas un domaine variable qu'on appelle germline. Donc ça veut dire que ces fragments d'anticorps, à un moment ou à un autre, ont
participaient à une réponse immunitaire et donc ont répondu contre un antigène. Alors, tous ces fragments d'immunoglobulines monoclonales ne sont pas toxiques, ça vous le savez certainement mieux que moi. Il y a des patients avec des quantités astronomiques de chaînes légères monoclonales qui ne vont faire aucune atteinte dans aucun organe. Donc, clairement, il y a un rôle justement de ces mutations du domaine variable. Les domaines constants sont toujours les mêmes, hein, chez tout le monde, à quelques petites différences près. Donc, la différence, ça va essentiellement être porté par le domaine variable. Et puis, une chose qui est assez importante, c'est que la gravité des lésions, la gravité de la pathologie n'est absolument pas liée à la quantité des chaînes légères ou des chaînes d'immunoglobulines. On sait qu'il peut y avoir des patients qui vont avoir très très peu de chaînes d'immunoglobulines monoclonales et qui vont avoir des lésions astronomiques. Donc, Jean-Paul Fermand en parlera certainement tout à l'heure lorsqu'il présentera les gammapathies monoclonales de signification rénale. Ah, Gilles, tu n'as pas parlé assez longtemps. Donc voilà, ça c'est quand même un point qui est important, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une toxicité qui peut être vraiment accrue sur certaines immunoglobulines. Et le seul cas où c'est peut-être moins évident, c'est le cas des néphropathies à cylindre myélomateux, où là on sait quand même que généralement les lésions sont associées à une grosse quantité de protéines monoclonales. Généralement, dans ces cas-là, il y a toujours un myélome de forte masse tumorale derrière avec beaucoup de chaînes légères libres. Donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui justement de ces néphropathies à cylindre myélomateux. Alors deux choses qui se dégagent. Donc tout d'abord, ces protéines, pour qu'il y ait la pathologie, elles doivent s'agréger. Elles doivent précipiter pour former des dépôts. Donc ces agrégats vont venir se déposer dans des tissus. Donc ça, c'est une chose qui finalement se rapproche de des maladies conformationnelles. Par contre, de dire que c'est uniquement ces dépôts qui vont causer la toxicité, c'est plutôt faux, parce qu'on sait maintenant qu'il y a clairement une toxicité directe des immunoglobulines, même si elles ne sont pas forcément agrégées. Donc je vais essayer de vous montrer pour ces différentes pathologies justement ce qu'on sait sur qu'est-ce qui induit l'agrégation et qu'est-ce qui induit la toxicité directe des immunoglobulines. Alors je commence par l'amylose AL. Alors AL ou AH, hein, j'ai tout rassemblé. Donc pour l'AL, bon, vous devez le savoir, c'est préférentiellement des chaînes légères de type lambda. Il y a certains sous-groupes de variabilité qui vont déterminer le tropisme pour un organe. Donc on ne sait pas encore trop pourquoi, mais on sait que par exemple le domaine V lambda 6, lorsqu'on a une immunoglobuline avec un V lambda 6 généralement, on a une amylose AL à prédominance rénale. Dernièrement, il a été montré que le V lambda 1,44 provoquait plutôt des amyloses AL à prédominance cardiaque. Et puis, il y a eu de nombreuses études pendant les 20-30 dernières années sur les séquences de ces immunoglobulines où il a été montré que certaines mutations pouvaient être à l'origine de modifications physico-chimiques de la protéine et que ça pouvait induire une augmentation de la fibrillogénèse. Sauf que il est clair que la majorité des expériences qui ont été faites in vitro. Des personnes qui ont modifié par exemple des séquences qui ont montré qu'une mutation pouvait augmenter la fibrillogénèse mais uniquement dans des systèmes in vitro et qui sont finalement assez loin de la physiologie. Et donc malgré tous les travaux qui ont été faits, malgré toutes les séquences qui ont été faites, alors à la fin des années 90 par Fred Stevens et puis depuis nous on en a fait plein d'autres, on n'a jamais encore trouvé une mutation récurrente qu'on retrouverait systématiquement dans un type d'amylose AL qui pourrait expliquer pourquoi la protéine s'agrège, pourquoi elle choisit le rein et pas le foie, le poumon ou le cœur, etc. Donc c'est un petit peu délicat à comprendre pourquoi. Maintenant, la toxicité directe dans l'amylose AL. Alors, là, je quitte un peu le rein, mais comme je sais qu'il y a pas mal de cardio ici, ben, c'est très bien. Et je vais vous parler du cœur, puisque c'est là où il a été démontré pour la première fois qu'il y avait une toxicité directe des chaînes légères au niveau des cardiomyocytes, et en particulier l'équipe de l'IAO,
qui a montré que, alors dans des systèmes in vitro, dans des cœurs ex vivo, etc., ils ont montré que simplement de déposer les chaînes légères sur des cellules, des cardiomyocytes par exemple, induisait des dysfonctions contractiles de ces cellules-là, que ça c'était dû à une induction de stress oxydatif, qu'il y avait une voie de signalisation, la voie P38-MAP kinase, qui était extrêmement importante dans cette dysfonction, et que lorsqu'ils inhibaient cette voie de signalisation, lorsqu'ils bloquaient cette voie de signalisation, il n'y avait plus de toxicité. Donc ça, j'insiste bien, ça a été fait avec des chaînes légères qui ne sont pas agrégées. C'est juste des chaînes légères qui ont été déposées sur les cellules, qui n'avaient pas encore eu le temps de former de l'amylose. Donc c'est vraiment la toxicité directe des chaînes légères. Qu'en est-il du rein, puisque c'est de ça que je vous parle aujourd'hui? Eh bien, le rein, il y a très peu finalement d'études qui montrent la toxicité directe des chaînes légères. Et l'un des seuls groupes à avoir travaillé dessus, c'est le groupe de Guillermo Herrera, dans des modèles in vitro, donc sur des lignées cellulaires. Et puis, tout dernièrement, il y a un papier qui vient de sortir dans Kidney International. Ils ont aussi fait un modèle in vivo. Alors, c'est un modèle qui est difficile à reproduire parce que c'est des injections répétées journalières de chaînes légères purifiées de patients. Et ce qu'ils ont montré, c'est que les chaînes légères d'amylose AL spécifiquement induisaient une modification phénotypique des cellules mésangiales. Et donc là, on va retrouver un lien avec ce que vient de nous présenter Gilles, puisqu'en fait, cette modification phénotypique, c'est que la chaîne légère induirait une modification vers un phénotype macrophagique. Et les chaînes légères seraient finalement endocytées de manière spécifique. Donc, alors spécifique, pourquoi? Parce que les chaînes légères ont été retrouvées dans des vésicules à clatrine, donc a priori il y aurait des récepteurs spécifiques. Jamais personne ne les a trouvés, ça, par contre. Mais il y aurait des récepteurs spécifiques, et une fois ces chaînes légères endocytées, elles vont dans les lysosomes, et les lysosomes sont connus pour avoir un pH relativement bas. Généralement, quand on veut faire de la fibrillogénèse in vitro de protéines, qu'est-ce qu'on fait? On diminue le pH, et les protéines s'agrègent. Donc là, c'est un système qui finalement serait assez compréhensible. Les chaînes légères sont endocytées, elles se retrouvent dans les lysosomes, elles s'agrègent. Une fois agrégées, la cellule ne peut pas s'en débarrasser et elle les relarguerait à l'extérieur, dans le milieu extracellulaire. Et donc ce serait un petit peu comme ce qui se passe avec les macrophages dans l'amylose AA, à savoir que finalement ce phénotype macrophagique produirait les dépôts amyloïdes. Donc il n'y a qu'un groupe pour l'instant qui a montré ça, donc c'est encore un petit peu délicat. Je vais vous parler d'une autre néphropathie maintenant glomérulaire, le syndrome de Randall, LCDD ou HCDD, chaîne légère, chaîne lourde. Donc légère prédominance kappa, un sous-groupe de variabilité qui à l'époque avait été trouvé comme assez fréquent, mais aujourd'hui on doute un petit peu. Comme tout à l'heure pour les amyloses AL, il y a toute une série de mutations qui ont été décrites, des mutations qui touchent des résidus, un résidu hydrophobe qui apparaît à un endroit où normalement c'est toujours hydrophile. Donc ça veut dire que potentiellement ça va induire de l'auto-agrégation des protéines, apparition de N-glycosylation, des délétions partielles du domaine variable. Donc ça, dans mon équipe, on a beaucoup publié là-dessus. Mais rien de commun, une fois de plus, comme dans les amyloses AL. Par contre, il y a un point qui ressort systématiquement maintenant, qui avait été montré dans les LCDD à l'époque par le groupe de Gallo. C'est que ces chaînes d'immunoglobulines dans le LCDD et dans le HCDD ont des pH isoélectriques qui sont relativement élevés. Nous, on vient de le montrer aussi dans les HCDD, dans la série de patients qu'on a de HCDD. Systématiquement, le PI est élevé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le pH isoélectrique élevé? Ça veut dire qu'à pH physiologique, ces fragments d'anticorps sont chargés positivement. Et l'hypothèse qui avait été mise à l'époque par l'équipe de Gallo, c'est que la matrice extracellulaire du mésangiome, elle, est plutôt chargée négativement, et que donc ça faciliterait les interactions entre les agrégats d'immunoglobulines et la matrice, les cellules mésangiales. Donc voilà, je crois que j'avais une petite animation, ouais, super. Donc voilà ce qui se passe. Vous avez les agrégats de chaînes légères. Pourquoi elles s'agrègent? On ne sait toujours pas. En tout cas, elles s'agrègent et lorsqu'elles vont se déposer, toujours l'équipe de Guillermo Herrera a montré que ça induisait un phénotype, cette fois-ci fibroblastique, donc plus macrophagique mais fibroblastique, avec production de PDGF, de TGF-bêta, et que ça c'était à l'origine d'une hyperplasie glomérulaire, production d'une matrice extracellulaire, et puis dans pas mal de cas, une glomérulosclérose.
Donc sur ce syndrome de Randall, là je fais un peu la pub de ce qu'on fait quand même au labo, sur ce syndrome de Randall, on a un modèle maintenant qui est assez récent, dans lequel on peut induire chez la souris, chez une souris transgénique, la production d'une chaîne lourde tronquée qui est impliquée dans un syndrome de Randall. Et on a le pendant de cette protéine, mais cette fois-ci avec la chaîne lourde complète, donc avec le CH1, le domaine dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc avec ce CH1, il n'y a rien. Dès qu'on enlève le CH1, la protéine se dépose au niveau rénal. Et donc ce modèle est inductible, donc on va pouvoir regarder, suivre la cinétique un petit peu de l'apparition des dépôts et surtout pourquoi pas, cette transformation phénotypique. Est-ce que effectivement nous, dans un modèle animal, on va observer ce phénomène de sécrétion de TGF-bêta, de PDGF, etc. Puisque ça, jusqu'à maintenant, ça n'a été fait que in vitro sur des lignées cellulaires. Donc voici l'hypothèse globale de Guillermo Herrera, qui est qu'il y aurait un récepteur. Alors, le jour où il sera trouvé, on sera tous contents, mais il y aurait un récepteur pour les chaînes légères au niveau des cellules mésangiales. Ces cellules seraient donc endocytées, puis, une fois à l'intérieur de la cellule, selon qu'elle soit d'amylose AL ou de LCDD, eh bien dans ce cas-là, LCDD, il va y avoir plutôt une transformation phénotypique de type fibroblastique, et amylose AL, il va y avoir donc cette formation des dépôts intracellulaires avec relargage dans le milieu extracellulaire des dépôts amyloïdes. Donc, comme je vous disais, déjà observé finalement dans l'amylose AA. Par contre, ça n'explique pas comment ça se passe dans les autres tissus, en particulier cardiaques, ou alors toutes les amyloses localisées. Je ne suis pas sûr que dans tous les tissus, on puisse retrouver des cellules qui auraient cette fonction macrophagique. Pour les cellules mésangiales, c'est connu. On sait que ces cellules-là peuvent effectivement avoir une fonction macrophagique. Mais je n'ai aucune idée dans le cœur ou dans d'autres organes si c'est aussi le cas. Donc je ne sais pas si je ne dépasse pas déjà bien mon temps, donc je vais peut-être sauter un petit peu le syndrome de Fanconi. Pourtant je voulais quand même en parler, mais bon. Donc très rapidement, ça c'est une néphropathie tubulaire. Alors le gros intérêt de ce modèle, de cette néphropathie-là, c'est que contrairement aux autres, c'est relativement homogène ce qui se passe. Donc on a pratiquement toujours des chaînes légères kappa. On a même essentiellement seulement 2 domaines variables qui sont retrouvés, c'est le VK133 et VK139, qui eux-mêmes sont très proches les uns avec les autres. Et on va retrouver des mutations, pour une fois, récurrentes. Donc on trouve souvent des mutations qui sont systématiquement alors dans la région CDR1 ou CDR3 du domaine variable. Et ces mutations-là, généralement, c'est des résidus hydrophiles qui se transforment en résidus hydrophobes. Et donc, on a pu non seulement faire un modèle murin qui a absolument reproduit la pathologie observée chez l'homme, mais on a pu aussi faire des études de mutagénèse dirigée dans lesquelles, en mutant seulement un acide aminé de la protéine, on montre qu'il n'y a plus du tout d'agrégation des protéines et plus du tout le phénotype observé chez les souris. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais ici, il y a plein de cristaux intracellulaires. Et puis, dès qu'on mute, il n'y a plus du tout de cristaux intracellulaires. Et puis, notre collaboration actuelle avec le professeur Olivier Devoist à Zurich montre qu'il y a une toxicité directe de ces chaînes légères qui est assez intéressante, puisque à des doses vraiment très très faibles, il y a un stress oxydatif qui est induit qui est assez énorme, avec une diminution globale de l'endocytose et de l'activité lysosomale. Et donc ça expliquerait la dysfonction du tubule, de la réabsorption tubulaire proximale. Et tout ça, c'est dû à finalement un seul facteur de transcription, qui est le facteur zonab. Donc dès qu'on met en contact les cellules avec nos chaînes légères, eh bien, ce facteur de transcription est transloqué dans le noyau des cellules, et c'est un facteur de transcription qui est connu pour induire une dédifférenciation des cellules tubulaires proximales, ce qui explique qu'elles n'ont plus du tout la fonctionnalité normale de la cellule tubulaire proximale. Et ce mécanisme est commun à d'autres types de syndrome de Fanconi, tels que la cystinose ou le syndrome de Dent. Donc ça veut dire que finalement, si on arrive à trouver des thérapies qui ciblent
ces facteurs de transcription, par exemple, on pourrait, pourquoi pas, traiter tous les syndromes de Fanconi, qu'ils soient dus à des chaînes légères ou à des mutations autres. Donc voilà, j'ai terminé. Les maladies de dépôt d'immunoglobuline, ce sont des maladies, oui, qui sont des maladies conformationnelles parce qu'il y a agrégation, mais ce sont aussi des maladies qui sont dues à des toxicités directes des immunoglobulines. Et donc, si on arrive à trouver des cibles thérapeutiques pour ces mécanismes de toxicité directe, on pourra aussi essayer d'améliorer un petit peu la pathologie. Voilà, je tiens à remercier toutes les personnes de mon équipe et puis toutes les personnes avec qui on collabore. Voilà, merci beaucoup.